Bonjour à tous, je suis Julien Levrat, le CISO d'OVH Cloud. Merci d'être avec nous pour cet écosystème expérience. Aujourd'hui, on va parler de certification et de confiance en termes de sécurité dans le cloud, et on va discuter avec des acteurs de la certification et de la confiance, donc des acteurs indépendants, pour voir comment on est capable de construire des schémas de confiance dans des environnements et des supply chains du cloud. Donc aujourd'hui, les enjeux relatifs à la migration dans le cloud pour les entreprises, c'est d'abord tout un ensemble d'opportunités, améliorer l'agilité, améliorer la vitesse de déploiement, la vitesse de mise en production, la vitesse de transformation digitale pour les sociétés, la réduction des coûts et la possibilité que le cloud offre d'avoir très facilement, très rapidement des infrastructures globales au niveau mondial by design. Mais toutes ces opportunités, c'est aussi un challenge pour les directions, pour les différents utilisateurs du cloud, parce que on a des enjeux de garder le contrôle sur ses actifs systèmes d'information, sur son système d'information, assurer la protection des données et des traitements une fois qu'on va les migrer chez des prestataires de cloud, et évidemment garder la confiance de ses parties intéressées, donc ses clients, ses actionnaires, ces différentes entités à qui tous les utilisateurs de cloud doivent apporter de la confiance. Alors, chez OVH, chez OVH Cloud, on a un modèle de confiance qui s'appuie sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la confiance que les clients d'OVH Cloud vont avoir dans nos services, parce que les services sont de bonne qualité, fonctionnent bien, parce qu'on met en place des mesures de sécurité à l'état de l'art, parce qu'on a la sécurité dans notre ADN depuis toujours, et qu'on opère nos systèmes en ayant toujours en tête d'assurer un niveau de sécurité maximal pour nos clients. Le deuxième point, c'est qu'on assure une communication transparente, aussi bien sur les informations qu'on peut donner sur les mesures de sécurité qu'on met en œuvre, sur la manière dont fonctionnent nos produits, mais également quand ça se passe mal, quand on a des incidents, être transparent, expliquer à nos clients ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait pour remettre les systèmes en état, et qu'est-ce qu'on va faire pour éviter que les incidents se reproduisent. C'est fondamental dans la relation de confiance qu'on a avec nos clients. Et du coup, on a un lien très fort avec nos clients sur la sécurité. On est vraiment main dans la main avec eux pour, au quotidien, gérer la sécurité du cloud et les aider à gérer la sécurité de leurs infrastructures dans le cloud. Et ça, on s'appuie également sur notre support technique qui est d'une excellente qualité. Le deuxième pilier, c'est l'engagement. Chez OVH Cloud, on s'engage sur la sécurité qu'on va mettre en œuvre. On s'engage assez naturellement par le biais de documents contractuels, par des SLA, par des engagements formels qu'on va prendre avec nos clients. On s'engage aussi dans la relation opérationnelle avec les clients dans le cadre des projets, en mettant en place des matrices de responsabilité, ce qu'on appelle des RACI, en définissant des plans d'assurance sécurité qui vont expliquer qui est responsable de quoi en termes de cybersécurité. Mais aussi, on s'engage par les messages publics qu'on fait passer, la documentation publique en sécurité qu'on va mettre à disposition de nos clients, et nos politiques de sécurité, toute la communication sur la sécurité. Et le troisième pilier qui est fondamental pour assurer la confiance de nos clients dans nos services, c'est toutes les démarches de garantie et d'assurance pour lesquelles on va s'appuyer sur des tiers. Du coup, par exemple, on va s'appuyer sur des démarches de tests d'intrusion externes. On va permettre à nos clients de réaliser eux-mêmes des tests d'intrusion, de nous auditer, de vérifier le niveau de sécurité eux-mêmes des services qu'on va leur proposer. On va offrir un bug bounty pour les chercheurs en sécurité, pour qu'ils puissent détecter des vulnérabilités, et ce de manière ouverte et transparente avec la communauté des chercheurs. Et enfin, et ça va être le sujet des approfondissements qu'on va faire dans la suite de ce breakout, on s'appuie sur des tiers de confiance, des auditeurs de certification, d'attestation, de qualification, qui vont venir challenger les dispositifs de sécurité qu'on met en place, challenger notre niveau de sécurité et apporter un regard externe et apporter des garanties à nos clients.
Le schéma de confiance, quand on fait appel à un auditeur tiers, c'est un schéma qui est toujours à peu près le même. Il y a des petites variations, des petites différences en fonction des types de certification, mais on est toujours sur un schéma relativement identique. On a une communauté d'utilisateurs, donc les clients là en l'occurrence, qui vont faire confiance à une autorité, qu'elle soit la puissance publique, des agences de l'État ou des autorités administratives ou des regroupements d'intérêts privés comme des regroupements d'établissements bancaires, d'assureurs ou d'un secteur d'activité particulier. Et ces autorités vont représenter un groupe de clients et définir quelles sont les bonnes pratiques qui sont attendues par les fournisseurs du domaine. Quelles doivent être les bonnes pratiques pour apporter de la confiance aux citoyens ou aux sociétés qu'ils représentent. Du coup, ils vont éditer un certain nombre de bonnes pratiques, des référentiels, des guides et des listes de règles à respecter qui vont permettre de s'assurer que les risques spécifiques à un domaine d'activité sont bien pris en compte. Et ces autorités vont en général s'appuyer sur des tiers qu'on appelle des auditeurs et pour s'assurer que les sociétés auditées respectent bien cet ensemble de règles et que donc le niveau de sécurité est adapté par rapport aux citoyens ou aux entreprises qui sont représentées. Du coup, c'est un mécanisme qui fonctionne extrêmement bien. Aujourd'hui, on va rentrer en profondeur dans ces sujets-là avec des cas d'usage, à savoir ISO 27001, l'hébergement de données de santé et SecNum Cloud avec Luc Chausson du LNE. Et ensuite, on fera un focus sur le référentiel PCI DSS relatif à la protection des données de paiement avec Adrien Guinaud du cabinet XMCO. Luc, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les schémas de certification sur lesquels le LNE se positionne et quelles sont les problématiques et challenges associés? Tout à fait, merci Julien. Donc le LNE est positionné sur plusieurs schémas de certification. Tu as mentionné tout à l'heure l'ISO 27001, hébergement de données de santé. On peut évoquer aussi des certifications sectorielles de type ISO 27017, ISO 27018 ou ISO 27701 pour la protection des données personnelles. Et puis, le LNE intervient aussi comme tiers de confiance, comme évaluateur dans le cadre des qualifications de l'ANSSI au niveau des référentiels SecNum Cloud, au niveau des référentiels P10 sur la détection d'incidents de sécurité, PRIS sur la réponse aux incidents de sécurité ou tout récemment sur PAMS concernant l'infogérance. Et puis, le LNE a aussi développé certains référentiels à façon, et notamment un qui concerne une architecture de temps sécurisé, puisque la délivrance d'un temps sécurisé, c'est une problématique cyber particulièrement importante. Donc voilà, c'est un certain nombre d'exemples de certifications sur lesquelles le LNE se positionne et qui permettent de répondre à, on va dire, 5 grands enjeux pour les organisations. Le premier enjeu, il est externe, on va dire, il est commercial. Il s'agit pour une organisation de donner confiance à ses clients, au travers de la réponse à certains appels d'offres, et la certification permet de répondre à certaines conditions de certains appels d'offres ou certaines demandes clients. La certification, c'est aussi un avantage concurrentiel qui permet de se démarquer de ses concurrents. Donc, c'est un avantage qui va permettre d'être un différenciateur. Et puis, dans les enjeux de certification, on a aussi des enjeux internes, par exemple des enjeux organisationnels. Et on peut citer l'exemple de l'ISO 27001, par exemple, qui permet à une organisation de structurer un certain nombre de ses processus, structurer un certain nombre de son organisation interne pour améliorer ses process et enclencher la dynamique d'amélioration. Certaines certifications permettent de répondre à des enjeux technologiques, et des enjeux d'amélioration de produits ou de services. Et de ce point de vue-là, SecNum Cloud peut être cité en exemple, puisque SecNum Cloud introduit un très haut niveau de l'art pour des prestations d'hébergement sécurisé, et du coup pousse à l'amélioration, pousse à la mise en œuvre de processus de très haut niveau qui vont être des améliorations technologiques et des améliorations technologiques démontrées par une certification indépendante, une évaluation indépendante.
On peut citer aussi des enjeux managériaux. Et ça, c'est vrai sur des normes de système de management comme la 27001 ou la 27701, avec la mise en place de processus d'audit, de processus de reporting, de processus de management review, par exemple, qui vont aider le pilotage de l'entreprise. Et puis, ça améliore aussi l'efficacité, l'efficience de l'entreprise en rationalisant un certain nombre de processus. On peut citer par exemple une démarche 27701 qui va permettre de synthétiser les différents processus d'analyse de risque, par exemple, qui doivent être mis en place pour la protection des données personnelles. Donc voilà, un certain nombre d'enjeux liés à ces certifications. Et alors, du coup, pour une certification ISO 27001 qui semble être un socle un peu commun à toutes les autres, comment ça se passe pour un client par exemple d'OVH Cloud qui voudrait lui-même se faire certifier ISO 27001? Alors, la certification ISO 27001 est particulièrement intéressante. C'est une certification internationale. Elle est reconnue au niveau de l'ISO. C'est une certification qui est accréditée, c'est-à-dire qu'elle est elle-même évaluée par des organismes indépendants. En France, par exemple, le COFRAC. Elle sert de ligne de base, de ligne de référence pour un certain nombre d'autres certifications. On peut citer HDS, hébergement de données de santé, qui se base sur une 27001. On peut citer la 27701 pour la protection des données personnelles, qui vient en chapeau, en complément d'une certification 27001. Et elle est adaptée à un très large panel d'organisations, y compris les prestataires de cloud. Alors, comment ça se passe, un processus de certification? Il y a 4 grandes étapes pour une certification initiale. Une première étape de contractualisation où on va définir un certain nombre d'éléments comme le périmètre, les objectifs et les modalités de réalisation de l'évaluation. La certification 27001 se poursuit avec un audit d'étape 1 dont l'objectif va être de déterminer si l'entreprise est prête ou pas à réaliser l'audit lui-même. Ensuite, le cœur de l'évaluation, c'est l'audit d'étape 2 où on a une équipe d'audit qui vient se rendre dans l'entreprise ou dans l'organisation pour balayer la conformité de l'organisation au référentiel 27001. Et ensuite, quelques semaines après la réalisation de cet audit, on a une décision de certification qui est prise par le LNE et qui aboutit, en cas de décision positive, à l'émission d'un certificat. Donc voilà, ça c'est un processus qui se déroule sur quelques semaines, quelques mois, qu'il faut anticiper un petit peu en amont pour l'intégrer dans le projet d'entreprise et qui va permettre de démarrer une certification pour la 27001 par exemple sur une durée de 3 ans. Ensuite, tous les ans, il va y avoir un audit, donc 2 audits de suivi et un 3e audit de renouvellement au bout des 3 ans pour repartir sur un nouveau cycle. D'accord, merci. Et alors pour des contextes particuliers, typiquement, on a évoqué la santé, on a évoqué le secteur public. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de certification pour apporter des garanties justement adaptées par rapport à ces enjeux spécifiques? Oui, tout à fait. Il y a des enjeux spécifiques et du coup des certifications qui sont plus adaptées les unes que les autres, même s'il y a aussi des certifications génériques. Le socle de base, on l'a évoqué, ça peut être une 27001. Pour le secteur de la santé, la certification ISO 27701 pour la protection des données personnelles est particulièrement indiquée aussi, en complément évidemment de la certification réglementaire hébergeur de données de santé, HDS, qui a un caractère obligatoire en France. Un autre exemple, ça peut être ce qui se passe dans le secteur public, où là encore, on va avoir des normes socles comme la 27001 ou la 27701. La 27017 ou la 27018 peuvent également être citées. Et puis, pour donner confiance sur un très haut niveau de sécurité, on a des référentiels comme le référentiel SecNum Cloud, qui fait partie d'une qualification qui est pilotée par l'ANSSI et dont le LNE est centre d'évaluation. Qui permet de démontrer un très très haut niveau de sécurisation des services cloud. D'accord. Et il y a de l'optimisation, il y a des synergies entre ces différentes normes, ces différents standards pour essayer de gagner du temps et de capitaliser plusieurs sujets en même temps?
Alors oui, il y a des stratégies d'optimisation possibles, bien évidemment, puisque ces standards sont basés sur un socle 27001 et du coup, on peut capitaliser, intégrer la stratégie d'évaluation pour faire plusieurs référentiels au cours d'un même audit et ainsi optimiser à la fois le temps sur place et le processus, la simplification du processus pour l'organisation certifiée. Merci beaucoup, Luc. On va parler maintenant de PCI DSS avec Adrien Guinaud. Alors, Adrien, qu'est-ce que c'est PCI DSS ? Alors, le PCI DSS est un standard qui a été créé en 2006 par un organisme fondé par plusieurs marques de cartes, donc Visa, Mastercard, American Express, Discover et JCB, dans le but d'imposer finalement un cadre de bonnes pratiques à toutes les sociétés qui reçoivent, qui stockent, qui transmettent des données de cartes bancaires. Ce qui évite finalement le vol massif de données bancaires, c'est le but, mais également de rehausser le niveau de sécurité de tout l'écosystème. Ce standard est composé de 250 exigences qui s'articulent autour de mesures techniques et organisationnelles, de politiques, de procédures à mettre en place et à maintenir durant le temps. Et enfin, je dirais que le PCI DSS est devenu maintenant un élément incontournable et essentiel pour travailler dans l'écosystème de la monétique, ce qui permet d'apporter justement la confiance à tous les acteurs impliqués dans le traitement des données bancaires. D'accord. Et du coup, la différence entre un référentiel comme PCI DSS et les normes et standards auxquels Luc faisait référence, ça va être quoi les principales différences ? Alors la première, c'est que le PCI DSS impose un haut niveau de sécurité, un peu comme le Second Cloud, défini par l'organisme du standard, enfin qui a créé le standard, c'est-à-dire le PCI SSC. C'est donc différent de l'ISO 27001 où par exemple le SMSI a pour but d'organiser la sécurité pour atteindre un niveau défini par l'entreprise elle-même. Là, c'est l'organisme, le PCI SSC, qui a défini le niveau qu'il faut atteindre. Ensuite, les exigences sont des mesures de sécurité très concrètes et efficaces, même si elles sont bien implémentées, si elles sont bien mises en œuvre et si elles sont bien auditées, ce qui est aussi important. Autre élément différenciant peut-être, c'est que ce standard peut être appliqué à n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel contexte, puisque c'est juste des bonnes pratiques de sécurité. Enfin, encore une différence, le standard doit être appliqué sur un périmètre défini, donc ce qui n'est pas laissé à l'appréciation de l'entreprise finalement, comme pour d'autres standards. Ici, concrètement, le PCI DSS s'applique sur les systèmes qui vont manipuler des données de carte bancaire, mais également sur les systèmes qui vont avoir un impact sur la sécurité de ces données. Enfin, d'autres particularités, le PCI DSS est contaminant, puisque tout prestataire qui va intervenir sur un périmètre audité doit également être conforme et donc lui-même audité. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a finalement une contamination de l'ensemble des prestataires qui interviennent pour l'entreprise qui va être certifiée. C'est également un standard qui est relativement vivant avec des évolutions, donc tous les 3 ans pour s'adapter aux nouvelles menaces, contrairement à d'autres qui sont des fois un petit peu trop statiques dans le temps. Et enfin, il y a des groupes de travail qui ont été créés par l'organisme de certification, enfin l'organisme qui crée le standard, avec des FAQ pour aider les entreprises qui se mettent en conformité, mais également aider les auditeurs, parce que on a besoin d'avoir quelques solutions techniques, ce qui n'est pas toujours le cas pour les autres standards où des fois on est un peu laissé à l'appréciation des auditeurs. Alors, justement, les auditeurs, c'est que les spécificités de PCI DSS en termes de confiance. Qu'est-ce qui fait qu'un auditeur PCI DSS apporte de la confiance au marché et aux utilisateurs des solutions qui sont attestées conformes à PCI DSS ? Alors, l'organisme qui a créé le standard est également en charge de délivrer les certifications, les habilitations aux sociétés, donc qui sont appelées sociétés QSA, qui vont réaliser ces audits PCI DSS. Donc, ces sociétés doivent répondre à un certain nombre de critères pour être habilitées à réaliser ces audits et à signer les attestations de conformité que l'on va délivrer aux clients finalement. Par ailleurs, les consultants, les auditeurs, individuellement, doivent prouver leurs compétences et doivent passer certaines certifications obligatoires et obtenir un examen qui va leur permettre de devenir auditeur QSA. Donc, au final, les sociétés QSA comme les auditeurs QSA font l'objet d'une surveillance on va dire annuelle, qui a pour but d'apporter un niveau d'assurance sur la qualité des audits, et deuxièmement, de valider le fait que l'attestation délivrée par ces sociétés ont été signées par un consultant qui est compétent et qui appartient à une société indépendante. Donc au final, l'attestation de conformité qui va être délivrée à ces sociétés qui se font auditer leur permettra, eux, de prouver aux clients et aux partenaires qu'elles ont répondu aux exigences qui leur sont applicables. Et enfin, tout comme la certification aux normes de sécurité de l'information, ce système est donc basé sur 2 éléments essentiels. Donc, il y a la transparence des éléments constatés qui sont rapportés aux parties intéressées, mais également l'indépendance des auditeurs vis-à-vis des audités.
D'accord. Donc en fait, c'est particulièrement exigeant. Le référentiel est particulièrement exigeant pour les auditeurs. C'est difficile d'être auditeur PCI DSS. Qu'est-ce qu'il en est des audités? Est-ce que obtenir un niveau de conformité à PCI DSS et se faire certifier, enfin se faire attester, c'est difficile? Alors oui, c'est pas évident. La mise en conformité n'est pas simple. Alors on voit depuis sa création chaque année qu'il y a beaucoup de sociétés qui essayent de s'engager dans un processus de mise en conformité. Alors que ce soit les e-commerçants, les infogérants, les call centers, les prestataires de paiement, les hébergeurs justement, qui s'engagent donc dans ce processus de conformité pour assurer leurs clients, comme le disait Luc, mais également pour conquérir de nouveaux marchés ou alors répondre à des appels d'offres. Mais voilà, cette conformité, elle est pas simple. Elle est pas simple pourquoi? Parce que les efforts de construction initiaux peuvent être conséquents. La conformité PCI DSS, elle implique beaucoup de choses, des ressources, des choix d'architecture, des coûts, des budgets, bien entendu, des tâches récurrentes et également une organisation de la sécurité spécifique. Mais avec le recul et les 10 ans d'expérience qu'on peut avoir XMCO sur ce type de mise en conformité, on constate que c'est également le maintien finalement de cette mise en conformité qui pose problème dans le temps. On voit qu'il y a un déblocage de ressources et de budget dans la phase de construction. On veut construire un environnement sécurisé et conforme. Mais après, il faut également engager des moyens pour maintenir le niveau de sécurité qui est attendu pour renouveler chaque année la certification. En revanche, il existe justement des solutions pour simplifier votre certification, vos projets de mise en conformité, comme s'appuyer sur un prestataire qui est certifié, qui va alors être responsable des exigences, de certaines exigences, ou alors qui va partager la responsabilité de ces dernières avec vous. En d'autres termes, en vous appuyant sur un prestataire certifié comme un hébergeur, vous ne porterez plus les exigences relatives à la sécurité physique. Donc finalement, en utilisant des prestataires qui sont certifiés, ça vous permettra de réduire vos coûts, vos efforts de mise en conformité, de maintien en condition. Et donc, ça va vous aider à simplifier votre certification et donc de vous concentrer sur votre métier. Merci Adrien. Alors du coup pour conclure, pour faire une petite synthèse, alors pas l'ensemble de ce que vous avez dit, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été fournies. Moi les points que je retiens, c'est que finalement à chaque besoin métier, à chaque environnement, sa certification qui va apporter le bon niveau de confiance par rapport à des risques spécifiques et à un contexte particulier. Moi, j'ai entendu aussi qu'il y avait une problématique extrêmement forte liée à la chaîne d'approvisionnement, que c'était vraiment important que les certifications soient bien alignées sur la manière dont est organisée la chaîne de sous-traitance du cloud et de l'utilisation du cloud, pour s'assurer que chacun couvre bien les activités qui lui sont propres et qu'on s'assure que l'ensemble de la chaîne est sécurisé, et que un des vecteurs qui permet d'assurer cette intégration de l'intégralité de la chaîne de valeur qui utilise le cloud, c'est d'avoir une répartition des rôles et responsabilités extrêmement claires pour qu'on comprenne bien qui fait quoi dans la chaîne d'approvisionnement, et de s'assurer que chacun apporte bien les bonnes garanties à ses parties intéressées sur ses zones de responsabilité. Merci Adrien et Luc pour la qualité des échanges. Et maintenant, on va inviter les différents auditeurs à nous rejoindre sur le live chat pour la session de questions et réponses.